Bon, eh ben, messieurs, dames, merci d'être là. Surtout qu'il y avait une forte concurrence ce soir, parce qu'il y avait 2 autres conférences, donc vous avez d'autant plus de mérite d'être présents parmi nous. Alors, comme l'a dit Marguerite, je vais en fait situer, parce que bon, c'est une vie très riche, hein. J'en ai déjà écrit à peu près 250 pages, si vous voulez, puisque normalement un ouvrage devrait paraître. Donc c'est une vie où beaucoup de choses se sont passées, donc inutile de vous dire que ce soir, il me faut cerner le propos, hein. Donc c'est une vie sur laquelle il y aurait donc beaucoup de choses à dire, et je vais quand même orienter ce soir mon propos principalement sur les éléments qui permettent de comprendre cette spectaculaire réussite, pour me situer dans le thème finalement de ce mois du patrimoine, qui est celui bien sûr de l'immigration, hein, et d'une immigration réussie, hein, parce que bon, on n'a pas, enfin, au fond, c'est un axe de travail d'ailleurs qui, à mon avis, mériterait d'être approfondi. C'est celui justement, si vous voulez, de la réussite sociale qu'ont trouvé les immigrants qui sont arrivés dans ce pays, hein. Finalement, les grandes fortunes ne sont pas si nombreuses que ça. Finalement, à part celle de Lucien Bernheim, la plus connue, c'est celle peut-être d'Higginson. On voit d'ailleurs qu'à chaque fois, elles sont dues aux mines, hein. Après, il y a quelques réussites qui sont liées aux stations d'élevage. Dans l'ensemble, dans le café, puisque vous savez que je suis un petit peu spécialiste de la colonisation caféicole, les déboires ont été beaucoup plus importants que les réussites, hein. Donc finalement, ce qui est l'espoir de tout immigrant, hein, je veux dire, en général, quand on immigre, c'est qu'on espère trouver dans le pays où l'on s'installe une fortune, hein. Et la plupart du temps, d'ailleurs, souvent, on y arrive avec l'idée de repartir une fois fortune faite, ce qu'il faut, en gros, ne jamais oublier. Bon, ça ne se fait pas toujours. Enfin, des études ont été faites au niveau historique qui prouvent que pratiquement, quand même, la moitié des immigrants repartent, ce qu'on ne sait, enfin, au XIXe siècle, ce qu'on ne sait pas toujours, hein. Voilà, donc je voulais rappeler un petit peu ce cadre, hein, parce que c'est un cadre qui cerne finalement mon propos, parce que sinon on pourrait aller dans toutes sortes de directions. Alors justement, ce qu'on va essayer de comprendre, ce sont les raisons d'une réussite aussi rapide et aussi spectaculaire, hein. Donc en fait, Lucien Bernheim ne correspond en rien à une sorte de mythe qui a existé peut-être le concernant, qui est celle du petit immigrant sans le sou, hein, qui arrive au port de Nouméa et qui, si vous voulez, réussit justement dans les mines, hein. Justement, cette réussite, nous allons voir, n'est pas complètement, et loin s'en faut, hein, le fait du hasard. Il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels nous allons maintenant nous attarder, qui permettent de comprendre cette réussite tout à fait exceptionnelle. Alors, bien sûr, dans toute réussite, il y a des qualités personnelles. Je veux dire, on ne réussit pas dans à la fois l'exploitation minière, puisque Bernheim a été un exploitant minier extrêmement innovant à son époque, hein. Et aussi, il fallait des qualités d'homme d'affaires, parce qu'on a des exemples nombreux de prospecteurs qui étaient tombés sur des filons miniers d'une grande richesse et d'un grand intérêt, et qui ont dû les vendre rapidement, hein, pour des raisons diverses et variées, et donc en fait qui n'ont pas bénéficié d'une certaine façon de leur découverte. Donc Bernheim, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a donc réussi, qui a trouvé des filons nouveaux, je vous l'expliquerai, hein, qui sentait très bien l'évolution du marché, qui en plus savait ensuite les exploiter, et d'une manière extrêmement moderne, hein, et ensuite qui savait les commercialiser, puisque une réussite minière, ça nécessite, si vous voulez, au moins ces 4 volets. Et c'est ça qui est assez spectaculaire dans ce personnage, hein. Sans oublier, et c'est ce que nous verrons aussi, si vous voulez, que c'est quelqu'un qui, je pense, a quand même été très rapidement, très sincèrement attaché à la Nouvelle-Calédonie, à la différence peut-être d'autres exploitants miniers, hein, qui ne voyaient finalement dans cette île
qu'un élément pour faire fortune. On a des témoignages, des lettres qu'il a écrites qui montrent qu'il avait un attachement sincère, si vous voulez, à ce petit pays, qui pourtant ne lui a pas épargné les difficultés. C'est aussi ce que nous allons pouvoir découvrir. Et justement, le fils du gouverneur Feuillet, Jacques Feuillet, lorsqu'il prononce son oraison funèbre, le 18 octobre 1917, lors des obsèques donc, de Lucien Bernheim, évoque à son propos son énergie, son activité incessante, la hardiesse souverainement raisonnable de ses conceptions, son ingéniosité dans l'exécution. Donc on retrouve justement, si vous voulez, ces qualités. Alors, c'est vrai que c'est une tradition dans les oraisons funèbres de célébrer les mérites donc de la personne, mais ce n'est pas uniquement qu'un exercice de style. Je pense que ça correspondait vraiment en grande partie, si vous voulez, aux qualités de ce personnage. Et il ajoute aussi ses qualités personnelles, en évoquant sa liberté d'esprit. Et j'essaierai de vous l'évoquer, à partir donc, de certains aspects de sa vie. Son calme souriant, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement flegmatique, alors que les aléas qui ont émaillé sa carrière sont extrêmement nombreux. Donc sa constante préoccupation du bien public, c'est aussi quelqu'un, alors c'est un petit peu discutable, on verra, mais c'est quand même quelqu'un, par exemple, qui a eu toujours à cœur que son personnel, et notamment son personnel d'encadrement, si vous voulez, soit installé dans des conditions confortables. Et certains lui vouaient une véritable admiration. D'ailleurs, ils ont laissé des témoignages en ce sens. Et son dévouement toujours prêt pour ceux qui l'aimaient. Voilà, donc il me semble qu'il fallait d'abord évoquer, si vous voulez, ces qualités humaines. Alors, il faut toujours faire attention, vous savez, en histoire, parce que quand on étudie un personnage, en général, c'est qu'on a une certaine empathie pour le personnage en question, et il faut faire attention justement de ne pas se laisser dépasser par l'empathie que l'on a. C'est la raison pour laquelle aussi, vous verrez que j'évoquerai à certains moments le fait que Bernheim était un industriel de la fin du XIXe siècle, qui n'a pas hésité à utiliser les méthodes, et notamment vis-à-vis de la main-d'œuvre de son époque. Mais bon, par rapport peut-être à d'autres types de comportements, il est clair qu'il se distinguait, et c'est quand même un mérite que l'on peut saluer en ce qui le concerne. Voilà, alors avant qu'on débute aussi, je voulais évoquer, puisque c'était ce qui avait été dit dans le cadre de la présentation de cette conférence. Alors c'est une conférence que j'ai faite, évoquer la vie de Lucien Bernheim. Donc j'ai déjà eu l'occasion, si vous voulez, de le faire en ces lieux, notamment, me semble-t-il, donc en 2001. Si j'ai proposé à la bibliothèque, si vous voulez, que nous prêtions à nouveau à cet exercice, c'est qu'il y a des sources nouvelles qui se sont révélées depuis la première période, qui correspondait au fond à une première approche du terrain, si vous voulez. Donc ça fait déjà 15 ans, au moins 15 ans de cela, donc le temps passe. Alors, quelles sont justement ces sources nouvelles? Et je tenais à vous les présenter parce qu'elles m'ont permis vraiment de revoir en grande partie, d'enrichir considérablement le corpus dont on disposait sur Bernheim. Et bien d'abord, il y a les archives de la Société Le Crom qui sont conservées au sein donc, du 35J. Alors, une appellation un petit peu technique. 35J, c'est le code des archives de la SLN, donc aux archives de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un dépôt extrêmement imposant, où il y a beaucoup de choses. Et pour tout vous dire, à ma grande honte, notamment quand je travaillais là-dessus en 2001, je n'avais pas du tout pensé, si vous voulez, que les archives de la SLN, d'abord qui étaient en grande partie aussi à Paris, me disait-on, etc. Enfin bref. Donc, je n'avais pas pensé à aller y voir, jusqu'à ce que quelqu'un un jour me mette la puce à l'oreille et que je découvre, en fait, si vous voulez, que les archives de la Société Le Crom, à l'époque où elle était gérée par Lucien Bernheim, gérée d'ailleurs d'une manière extrêmement rationnelle, là aussi on voit, si vous voulez, les qualités du personnage, et bien en fait, ces archives, elles se trouvent au sein des archives de la SLN, parce que la SLN, nous verrons à la suite, justement, donc de la mort de Lucien Bernheim, ces archives la société Le Crom a été rachetée par la société Le Nickel. Et d'ailleurs, entre nous, le fonds
concernant la société Le Chrome à cette période, hein, est particulièrement bien organisée, même entre nous, mieux organisée que les propres archives de la SLN à cette période. Hein, donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et puis aussi, alors, il y a 2 ans à peu près, donc, ont été mis en vente, aux enchères en fait, des lots de photos qui proviennent de la famille Bernheim, en fait, non pas de la famille Bernheim, de la famille de la femme de Lucien Bernheim, hein, qui sont principalement des photos familiales, qui correspondaient en fait à des photos que la femme de Lucien Bernheim, qui s'appelait Blanche d'Ittisheim, donc cette dame envoyait ces photos à la famille pour prouver hein, qu'il vivait bien, que ça se passait bien, etc. Parce que je pense que la famille avait été fort inquiète de la voir partir, s'exiler là-bas au fin fond du monde. Hein. Donc elle envoyait régulièrement des photos, et ces photos ont été mises en vente par des héritiers, si vous voulez, de la famille d'Ittisheim, qui par contre ne se sont jamais fait connaître, et je vous évoquerai à mon avis les problèmes qu'il y a derrière ça à la fin. Voilà, après alors il y a 2 lots de photos en fait, hein, un acquis par la bibliothèque, un autre lot que j'ai acquis moi-même. Donc vous allez découvrir ces photos ce soir. Ensuite, il y a aussi des photos qui m'ont été signalées par Louis-José Barbançon de Théotime Bray, qui était, vous le savez, qui est donc un photographe maintenant connu en ce qui concerne le bagne, et qui a été surveillant en fait sur les mines de Bernheim à Népouy. Donc ça aussi, banco, si vous voulez, ça nous permet d'avoir des photos assez remarquables sur le site de Népouy à l'époque où Bernheim l'exploitait. Et enfin, autre source auquel on n'avait pas pensé, qui est aussi rentrée plus tardivement, ce sont les photos de la mine Luckite. Alors, vous savez, la mine Luckite, c'est une mine qui se situe là où il y a maintenant le collège de Ploum, en fait. Donc, il n'en subsiste plus rien, parce qu'on a beaucoup rasé quand on a fait le collège. Mais on a des photos de très bonne qualité. Et à l'époque, justement, où Bernheim, en fait, justement, exploite le site, hein, et où il a réalisé, comment dire, à nouveau cette nouvelle mine et surtout cette nouvelle organisation. Alors je vais vous passer la bibliographie qui a aussi beaucoup progressé. On a surtout les travaux, bien sûr, de Jan Bensivengo, vous savez, qui est le grand spécialiste de la SLN. Alors pour moi, c'est extrêmement précieux parce que, bon, je dirais que Bernheim, c'est un complément d'une certaine façon très important puisque c'était le concurrent principal de la SLN. Donc avec un gros travail sur la SLN, hein, ça permet d'avoir beaucoup d'éléments. En plus, il a fait un travail scientifique très solide, hein, beaucoup d'éléments, si vous voulez, qui permettent de mieux comprendre après l'action de Bernheim. Alors, je tenais vraiment très fortement donc à vous évoquer ce nouveau contexte, hein, qui permet de renouveler complètement l'historiographie de Lucien Bernheim. Alors maintenant, on va rentrer dans ce que j'avais commencé à vous expliquer, c'est-à-dire comment comprendre, si vous voulez, ce personnage, somme toute spectaculaire, hein, ou à la réussite spectaculaire. Alors, je vous ai parlé de ses qualités personnelles, mais il faut aussi évoquer ses origines familiales et géographiques qui ont, d'une certaine façon, été particulièrement favorables. Alors j'ai pu, grâce à l'aide de la bibliothèque Bernheim, me rendre justement dans la ville de Mulhouse. Donc j'ai pu me rendre, si vous voulez, enfin je m'y suis rendue quand même par 3 fois, hein, donc, qui est la ville natale en fait de Lucien Bernheim. Or, en travaillant, si vous voulez, dans cette ville, et notamment avec aux archives municipales, avec l'association, enfin, des associations sur place, etc., j'ai pu donc obtenir quantité d'informations extrêmement intéressantes. Parce que Mulhouse, en fait, donc, vers le milieu du XIXe siècle, est baptisée la ville aux 100 cheminées. Donc on a une petite lithographie, je ne sais pas si vous la voyez sur le côté. Hein. Donc c'est une ville industrielle extrêmement active. Hein. Certains même la baptisée le Manchester français. Hein. Donc c'est assez intéressant. Ça montre, si vous voulez, que c'était une ville à ce moment-là qui était, somme toute, très très en avance sur la révolution industrielle. C'est-à-dire dans le moment où Bernheim naît, hein, donc vers le milieu du XIXe siècle, comment dire, Mulhouse est déjà vraiment très fortement ancrée donc dans la révolution industrielle, qui sera plus tardive, hein, puisque vous savez que la révolution industrielle, c'est plutôt le Second Empire à partir de 1870. Donc pratiquement 20 ans en fait, avant notamment le triomphe de la révolution industrielle sur Paris, Mulhouse est vraiment très très ancrée dans cette révolution industrielle.
Et donc Bernheim naît donc en 1856 et il va évoluer, donc je vais me rapprocher de la carte. Donc c'est une carte que j'ai récupérée aux archives municipales de Mulhouse. Disons dans la zone, en fait, donc on a à cette époque-là encore les remparts de la ville qui ont disparu maintenant. Et il va évoluer autour des 3 cercles, ou entre plutôt, les 3 cercles que j'ai représentés sur cette carte. Alors, ce premier cercle, c'est, comment dire, sa maison natale. C'est là, si vous voulez, alors on y reviendra un petit peu après sur sa maison natale. Ensuite, là, on a la place centrale, qui est la place de l'horloge à Mulhouse. Donc, c'est entre nous, comme on dirait maintenant, c'est à 2 pas, en fait, de sa maison natale, le cœur de la ville. Et puis, autre élément extrêmement important, parce qu'il appartient justement à une des grandes familles juives de la ville, la synagogue, puisqu'il est dans une famille pratiquante, qui encore maintenant est visiblement, je pense, un des piliers, si vous voulez, de la communauté juive donc, de Mulhouse. Donc, sans doute se rendait-il donc quand même avec sa famille très très fréquemment à la synagogue que je vais ensuite vous présenter. Voilà. Donc, une famille paternelle d'origine juive qui appartient aux notables de la ville. Donc, vous voyez ce que je vous expliquais. Donc, la maison natale, qui existe toujours d'ailleurs, donc que l'on voit ici. Là, c'est une liste des notables d'origine israélite de la ville de Mulhouse, donc dans les années, en 1830, vers 1830, et on y voit justement le grand-père de Lucien Bernheim, ainsi que plusieurs membres. Alors évidemment, vous ne le voyez pas, mais donc ici, on a toute une série de Bernheim. C'est une sorte de grande fratrie très solidaire, en fait, et qui joue un rôle extrêmement important dans le développement, justement, notamment d'une industrie de cotonnade, donc qui est, à cette époque-là, qui est très, très inspirée de l'Angleterre, en fait. Ce que Mulhouse fabrique, entre nous, allez, ils ont un petit peu piqué ce qui se faisait en Angleterre. Ils ont eu le mérite, en fait, d'importer en France donc, les techniques de fabrication, sans doute toujours grâce à l'importance des familles juives, puisque ces familles juives ont aussi joué un rôle extrêmement important dans la révolution industrielle en Angleterre. Elles ont des liens entre elles, donc sans doute ont-elles joué un rôle important. Alors justement aussi, ce qui caractérise Mulhouse, peut-être par rapport au reste de la France à ce moment-là, et qui m'a été bien expliqué, c'est que la communauté juive de Mulhouse est à cette époque-là très bien intégrée. En fait, il y a une sorte de fusion, si vous voulez, entre la grande bourgeoisie protestante de la ville et donc la bourgeoisie juive, et ces 2 milieux, qui sont des milieux minoritaires dans la France donc, du XIXe siècle, donc s'entraident très très fortement et soutiennent, et nous allons le voir aussi grâce à des initiatives qu'on va retrouver finalement dans la carrière de Bernheim, s'entraident pour à la fois bien sûr s'enrichir, c'est quand même l'objectif poursuivi, mais aussi par là contribuent très fortement au développement de la prospère ville de Mulhouse, qui est un exemple à cette époque. Alors justement pour montrer un petit peu l'importance de cette famille Bernheim, la dernière fois, lorsque je suis allée faire mes dernières recherches, donc c'était en janvier, il venait de neiger, et donc j'ai été conduite au cimetière juif de Mulhouse, donc qui était sous la neige, mais heureusement quand même avec un peu de soleil. Et en fait, quand on rentre dans le cimetière juif de Mulhouse, il y a un carré qui se trouve sur la gauche, qui est un carré important, et en fait là, il n'y a que des tombes de la famille Bernheim. Donc, et bien sûr, il y a les tombes à la fois du père de Bernheim, Constant Bernheim, et de sa maman, qui était déjà une Dittisheim, c'est-à-dire donc de la même famille que sa future épouse, sur lequel je reviendrai après. Donc c'est un carré très imposant, donc, où on peut parcourir toutes ces tombes. Et dans ces tombes, on découvre, comme toujours dans les familles juives, des gens, si vous voulez, donc, qui sont morts de façon naturelle, bien sûr. Et après, la personne de la communauté juive qui m'a conduite m'a amené à un mur du souvenir, puisque là, évidemment, il n'y a plus de tombe, puisque, évidemment, comme toutes les familles juives, la famille Bernheim a été concernée par les arrestations pendant la Seconde Guerre mondiale, et beaucoup sont morts en camp de concentration. D'ailleurs, il y en a désormais très peu qui vivent encore à Mulhouse. Alors,
Je vous ai parlé de la famille paternelle. Je vais maintenant vous parler de la famille maternelle, donc c'est Dittisheim. Alors en fait, les Dittisheim, ce sont des juifs alsaciens, mais qui ont franchi la frontière à un certain moment, en fait vers 1820, parce que jusqu'en 1820, il y a eu des pogroms. Les pogroms, on pense toujours que les pogroms, c'est une spécificité de l'Europe de l'Est. Ce qu'on oublie, si vous voulez, c'est que dans la France du tout début du XXe siècle, il y a eu, alors je ne suis pas une spécialiste, si vous voulez, de l'histoire juive pour l'ensemble de la France, en tout cas, ce que j'ai lu et ce qui m'a été expliqué, c'est que donc vers 1820, dans la partie sud de l'Alsace, ce qu'on appelle le Sundgau, il y a eu il y a une famine, en général c'est assez classique, vous savez, les pogroms, et donc un certain nombre de juifs ont été tués, et à la suite de ça, la famille Dittisheim, une partie de la famille Dittisheim a franchi la frontière, et ils sont allés s'installer juste de l'autre côté, en fait, dans la Suisse francophone, la partie francophone de la Suisse, très exactement la Chaux-de-Fonds. Et là, un certain nombre d'entre eux ont été en grande partie à l'origine de la célèbre horlogerie suisse. Vous savez, autrefois, maintenant c'est moins connu, il y a la concurrence de Seiko et autres marques japonaises et coréennes, mais pendant très longtemps, la référence en matière d'horlogerie, c'était justement la Suisse. Et les Dittisheim ont admirablement réussi dans l'horlogerie. Et Maurice Dittisheim, qui est un grand-oncle de Lucien Bernheim, remporte à l'exposition universelle de Paris un premier prix pour la montre qui est là. Ne me demandez pas, je ne connais rien en horlogerie, ce qui faisait la spécificité de cette montre. C'est une marque, d'ailleurs, les Dittisheim, c'est une famille qui existe encore à la Chaux-de-Fonds, qui fabrique donc des montres de très grande précision, très chères d'ailleurs, sous le nom de la marque Vulcain. Mais donc la famille exerce toujours son activité. Alors, tout ceci pour montrer que c'est quand même, vous voyez, déjà un premier point, parce qu'on va faire un point par rapport à Bernheim au fur et à mesure, c'est quand même un contexte extrêmement favorable. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui naît dans un milieu, si vous voulez, qui est frotté, disons, aux dernières innovations de la révolution industrielle. Donc c'est pas, je répète, le petit immigrant avec aucune base, qui va ensuite arriver en 1884 en Nouvelle-Calédonie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une famille juive, et alors j'ai pris une petite photo de la rue des Rabbins, qui existe encore à Mulhouse. Il n'y avait pas de ghetto en fait dans la ville de Mulhouse. Ça, c'est aussi assez extraordinaire à cette époque-là, ce qui est quand même, qui montre quand même la relative tolérance qu'il y avait, si vous voulez, dans cette ville. On voit le chevet de la synagogue de Mulhouse. La synagogue de Mulhouse, c'est une des plus grandes et une des plus belles de France. Et elle a été faite, si vous voulez, vers 1840, peu de temps avant, telle qu'elle est maintenant, peu de temps avant la naissance de Lucien Bernheim. Elle est magnifique, l'intérieur. Bon, la photo est un peu petite, mais c'est une très très belle synagogue qui d'ailleurs a été entièrement rénovée parce que c'est tellement lié à l'histoire des Juifs, donc je pense qu'on peut quand même l'évoquer. C'est une synagogue, si vous voulez, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a servi d'écurie aux nazis, donc il a fallu évidemment entièrement la refaire, et elle a été brûlée dans des circonstances un petit peu particulières, on ne sait pas trop, il y a 4 ou 5 ans de ça, donc elle a été à nouveau refaite. Mais bon, donc une très belle synagogue, et avec tous les éléments, j'ai eu droit d'ailleurs à la visite, mais bon, ça nous entraînerait un petit peu loin, parce que moi j'y connaissais rien, je vous le dis très franchement, les lieux avaient lieu, les bains rituels, etc. Donc il a vraiment grandi, si vous voulez, dans ce milieu-là. Alors, une autre caractéristique, si vous voulez, de ce milieu, et qui va être certainement un élément de la réussite de Lucien Bernheim, c'est le plurilinguisme. C'est-à-dire que c'est une communauté, la communauté juive alsacienne, notamment la communauté juive de Mulhouse, où on parle bien sûr l'alsacien, qui est un peu différent de l'allemand, on parle l'allemand, c'est tout à fait clair, on parle le français, on parle, si vous voulez, le yiddish,
Et donc, pour une famille aisée et cultivée, comme l'était la famille Bernheim, on apprend l'hébreu. Hein, l'hébreu, si vous voulez, que l'on pratique à la synagogue le samedi, le jour du Shabbat. Hein. Donc, voilà un enfant qui a grandi avec, si vous voulez, déjà 5 langues. Hein. Et ensuite, bon, il va visiblement se mettre très, très facilement à l'anglais quand il va immigrer. Mais il maîtrisait très, très bien l'anglais. D'ailleurs, une grande partie de, disons, de ses collègues ou de ses collaborateurs, plutôt collègues, le terme pas heureux, étaient finalement des anglo-saxons. Hein, donc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien au moins 6 langues, hein, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein. Et peut-être une autre langue d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, allez, j'en parle maintenant parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion de le refaire. Comment dire, on voit dans les télégrammes qu'il envoie, qu'il fait envoyer à travers la société Le Chrome, ces télégrammes sont codés. Et ils sont codés en fait en flamand. Donc au début, si vous voulez, je vois ces mots, toujours dans les archives de la SLN, dans le fond, si vous voulez, de la société Le Chrome. Je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette langue? J'ai fait de l'allemand, donc c'est pas de l'allemand. Hein. Et puis je me dis, bon, j'y connais pas grand-chose, mais il me semble que ça ressemble au flamand. Donc j'ai profité de mon séjour en France et j'ai fait faire une petite enquête. Et en effet, il s'agit de flamand. Hein. Donc, où et comment avait-il appris, si vous voulez, qui est un peu différent encore hein, de l'allemand. Donc, où et quand avait-il appris, si vous voulez, le néerlandais, en fait, hein, parce que c'est plus du flamand, d'ailleurs, m'a-t-on dit, que du néerlandais. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, il a quand même dû aller en Belgique, et ça, j'ai rien retrouvé concernant cet épisode-là. Voilà, alors, excusez-moi, je devais retravailler le tableau, mais enfin, peu importe, vous me croirez sur parole. Alors, autre chose aussi qui est très importante par rapport au lieu où nous sommes, hein, c'est que, comment dire, dans cette famille Bernheim, hein, alors je ne sais pas si c'était le cas de ses parents, mais il est clair que c'est une famille où on aime les livres. Hein. Alors, qu'est-ce qui semble le prouver? Eh bien, là, c'est une liste que j'ai extraite sur Internet de la liste des biens spoliés donc, à la population juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez des listes de noms, si vous voulez, avec, vous voyez, les biens spoliés, les tableaux, etc., etc. Hein, ce sont des tableaux, des œuvres d'art. Et en ce qui concerne les Bernheim, donc il y a à peu près une dizaine de noms hein, relatifs aux Bernheim. Et en fait, on voit que ce sont principalement des collections, si vous voulez, de livres rares. Hein. Donc je pense que ce n'est quand même pas un hasard, hein, ça veut dire qu'il y avait une tradition de bibliophilie dans cette famille. Hein. Donc on peut mieux comprendre finalement le choix ultérieur de Lucien Bernheim de doter donc la Nouvelle-Calédonie d'une bibliothèque. Voilà, alors donc nous avons évoqué, disons, tous les éléments liés à l'enfance hein, qui permettent d'expliquer la carrière ultérieure du personnage. Alors aussi un autre élément qui est assez intéressant, je pense, qui montre aussi son courage, oui, certainement son courage, un aspect un petit peu intrépide aussi du personnage. Donc, hélas, en 1870, éclate la fameuse guerre de 1870 hein, contre l'Allemagne. Bernheim a toujours été, semble-t-il, un francophile, hein, donc quelqu'un, comment dire, parce que vous savez que ça a toujours été un problème pour les Alsaciens. Hein, la langue, l'alsacien est une langue beaucoup plus proche de l'allemand d'ailleurs, hein, donc bon, on peut comprendre aussi que certains étaient parfois peut-être plus attirés vers l'Allemagne, mais je ne vais pas revenir, si vous voulez, sur cette situation extrêmement complexe. En tout cas, la famille Bernheim s'est toujours positionnée, comment dire, dans le camp francophile. Et lorsque la guerre éclate, en septembre donc, 1870, Lucien Bernheim n'hésite pas, il a 14 ans. Hein, donc sa famille, dans un premier temps, l'envoie justement chez les cousins d'Ittisheim, de l'autre côté de la frontière. Hein, la Chaux-de-Fonds, par rapport à Mulhouse, je ne sais pas, ça doit faire 70-80 km, hein, c'est pas loin du tout, si vous voulez. Mais il y reste très peu de temps, en fait, hein, et il s'engage dans ce qu'on appelle les corps francs. Alors les corps francs, ce sont des unités, je dirais, un petit peu spontanées, si vous voulez, qui vont se constituer hein, et qui vont essayer de lutter contre les forces allemandes. Au fond, ce sont des sortes un petit peu de maquis, hein, comment dire, qui existaient en Alsace, en Lorraine, et qui étaient d'ailleurs
constitué principalement d'Alsaciens lorrains. Et donc, ce garçon qui n'a que 14 ans, 14 ans et demi exactement, s'engage, si vous voulez, dans ces corps francs. J'ai retrouvé des textes liés, si vous voulez, à ces corps francs. Il y a un monument à Lyon qui célèbre justement. Alors, on les appelait les enfants du Rhône parce que, en fait, comment dire, l'un de ces corps francs, celui auquel Lucien Bernheim va adhérer, va d'abord se constituer à Lyon, puis c'est à partir de Lyon qu'ils vont tenter leurs opérations, disons, comment dire, de guérilla, oui, il n'y a pas d'autre terme, c'est ça qu'ils vont essayer de mener contre les Allemands. Et donc, pendant 6 mois, donc Lucien Bernheim, qui n'est qu'un adolescent, va participer dans des conditions extrêmement difficiles, parce que l'hiver, des textes, etc., on a pas mal de témoignages là-dessus. L'hiver, fin 1870, début 1871, est très très rude, il fait très très froid. Déjà que dans les Vosges et le Jura, entre nous, il fait quand même assez froid, parfois en hiver. Et là, l'hiver a été particulièrement rude. Donc voilà ce jeune garçon, si vous voulez, qui se bat aux côtés donc d'autres volontaires comme lui. Et puis, donc, début 1871, sans doute vers mars à peu près, en fait, il est identifié. C'est lui qui le raconte, mais je pense que ça correspond certainement à la réalité. Il est identifié comme trop jeune. Donc, on lui dit non, à 15 ans, on ne se bat pas. Comment dire donc, il refranchit la frontière et il retourne donc en Suisse. Mais bon, c'était quand même important de rappeler, si vous voulez, cet épisode, pour lequel d'ailleurs il va entre autres après être médaillé et avoir la Légion d'honneur. Alors oui, j'ai oublié une petite chose. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop longue. Vous me manifestez si vous êtes fatigué, sauf qu'on est un peu au début, alors je vais essayer d'accélérer. Il semblerait aussi qu'il ait fait de bonnes études, en fait, très très bonnes études à Mulhouse. Tant plus qu'à Mulhouse, là aussi, la ville était très en avance sur le reste de ce qui se faisait en France. Il y avait des écoles professionnelles, c'est-à-dire il y avait, si vous voulez, des établissements techniques en fait, alors que l'enseignement technique, disons, va être organisé à l'époque de Ferry. Enfin, dans la France hors Alsace-Lorraine, l'enseignement technique, voilà, c'est parti. Ce n'est pas le premier train de mesure de Ferry, c'est après. Et à Mulhouse, en fait, il y avait, si vous voulez, des associations, ce qu'on appellerait maintenant des clubs d'industriels de la ville, qui très tôt avaient senti le besoin de créer des écoles professionnelles. Alors, on n'a pas la certitude que Lucien Bernheim soit allé dans ces écoles, mais vu le bagage dont il disposait, il y a de fortes chances, si vous voulez, qu'il soit allé dans ce type d'école. Bien. Alors, nous allons ensuite... je ne sais pas avancer un peu trop vite, non ben non. Nous allons maintenant donc nous rapprocher quand même de la Nouvelle-Calédonie, même si c'était, à mon avis, tout à fait indispensable de rappeler, si vous voulez, toute cette ascendance qui explique le personnage par la suite. Alors, en Nouvelle-Calédonie, d'une certaine façon, on peut dire, parce que ça aussi, ce n'est pas très connu, finalement, Bernheim a eu, je dirais, 2 grands épisodes. Et d'ailleurs, les journalistes ne s'y sont pas trompés, parce que vous savez que maintenant, on sait que les journalistes aiment les titres sensationnels, mais c'est déjà le cas au XIXe siècle. Et donc, au début, en fait, sa réussite spectaculaire, elle va se faire principalement à Népouy. Donc, les journalistes vont l'appeler le seigneur de Népouy. Ce qu'on sait moins après, si vous voulez, c'est qu'il va en fait se refaire une seconde fortune dans le sud, autour du Chrome, mais je vous en parlerai en fin de conférence. Alors, notamment dans les photos nouvelles, puisqu'on n'avait jusque-là qu'un seul portrait, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce portrait de Bernheim, que la bibliothèque possède d'ailleurs, et c'était à peu près l'unique portrait que nous avions. Alors, heureusement, grâce à ce lot de photos, on a désormais, si vous voulez, d'autres photos du personnage, et notamment, je pense que là, ça doit correspondre, quand on voit l'arrière-plan, donc à une photo de Bernheim prise sur le site, certainement vers 1899, puisque l'essentiel des photos que l'on a se situe à peu près dans ces années-là. Bien, alors, donc pourquoi et comment va-t-il devenir ce fameux seigneur de Népouy pour un immigrant qui arrive en avril 1884 donc je suppose que quand il arrive en avril 1884, bon, peut-être a-t-il un petit peu d'argent devant lui, mais certainement pas énormément, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en général, quand on immigre, c'est qu'on espère réussir.
Là aussi, on en est réduit à des conjonctures parce que, peut-être à la différence d'Higginson, où la famille a conservé les archives privées d'Higginson, qui ont permis à Anne Gabrielle Thompson de faire la biographie. Je ne sais pas si vous connaissez la biographie d'Higginson. On n'a pas d'archives privées, on n'a pas les archives familiales d'une certaine façon, les archives privées de Lucien Bernheim. Donc, on est réduit un petit peu des fois à des conjonctures où on dit, aux choses que l'on trouve par-ci, par-là dans les archives. Alors, selon, si vous voulez, ces sources, qui seraient hélas à vérifier, donc il arrive en avril 1884. Alors, certains disent qu'il vient comme contremaître pour la SLN. Hein. Donc, il vient travailler, en fait, pour la SLN. Hein. D'autres qu'il arrive comme cela, donc on ne peut pas avoir de certitude. Il arrive d'Australie. Et il a 28 ans en ce moment-là. Et on sait qu'entre-temps, il est passé par l'Indochine. Il a travaillé, si vous voulez, dans l'industrie de la chaux, hein, qui appartenait d'ailleurs à quelqu'un d'origine alsacienne qui était aussi, d'origine juive. Et ensuite, il est allé en Australie. Alors, sur l'Australie, pour le moment, on n'a aucun élément. Qu'est-ce qu'il a fait en Australie, hein? Mais on peut penser, si vous voulez, que compte tenu de l'expérience dont il va témoigner sur le terrain en matière de mise en œuvre d'une mine, sans doute a-t-il travaillé dans les mines. Ce n'est pas possible, si vous voulez. Hein, je vous expliquerai après la manière dont il a exploité les puits. Il est clair qu'il avait une compétence, et il y a de fortes chances que cette compétence, il peut l'avoir acquise en Indochine, mais aussi certainement donc, en Australie. Ensuite, les raisons de son arrivée en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi vient-il en Nouvelle-Calédonie ? Parce que dans les années 1880, en fait, on est dans la phase du premier boom minier. Nous sommes bien placés, notamment actuellement, pour savoir que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est une succession de phases de boom minier, suivie de récession, avec les effets que l'on connaît sur toutes les collectivités, et notamment culturelles. Je regarde Christophe à cette occasion. Donc, je vous expliquais que, par contre, lui, il arrive à une période de boom minier, mais qui n'est pas uniquement concentrée à cette époque-là que sur le nickel, en fait. C'est une période où la Calédonie exporte de l'or, elle exporte d'autres types de minerais, notamment dans le Nord, mais je ne suis pas là pour vous en parler. Peut-être aussi, peut-on voir dans sa venue aussi l'importance des réseaux d'origine juive. Et vous savez qu'on dit d'Higginson, enfin c'est ce que dit Anne Gabrielle Thompson, Higginson peut-être était lui-même d'origine juive. Il y avait quelques familles juives sur lesquelles, qui étaient déjà présentes en fait en Nouvelle-Calédonie, familles qui existent encore, mais ces familles, et d'ailleurs ça a été le cas de Bernheim, c'est des gens qui avaient connu tellement d'antisémitisme qu'ils avaient souvent d'ailleurs fui. Donc en général, ils ne se sont jamais fait connaître en tant que tels. Mais connaissant la tradition d'entraide et de réseau, c'est peut-être, si vous voulez, comme cela que Lucien Bernheim est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Ou peut-être a-t-il entendu parler tout simplement de la Nouvelle-Calédonie en Australie, et il est arrivé. Alors, tout ce qu'on sait aussi, toujours par rapport aux diverses sources dont on dispose. Alors, quelles sont ces sources? C'est d'une part une petite notice biographique qui est dans le répertoire bio-bibliographique d'Oreilly. Et puis l'autre source dont on dispose, c'est un article d'un journaliste australien, Lou Priday, qui a bien connu les frères Nichols, qui ont travaillé toute leur vie pour Lucien Bernheim et qui visiblement avaient une énorme admiration pour lui. Et on peut penser en fait que Lucien Bernheim leur a fait un certain nombre de confidences. Bon, enfin, grâce à cela, on sait en gros qu'il arrive, il reste une petite année, et il repart très vite. Et pourquoi repart-il très vite? Sans doute pour aller chercher, si vous voulez, des ressources financières complémentaires. C'est-à-dire que connaissant l'homme, il a dû rapidement faire le point sur le terrain, se dire « Oh là là, il y a de l'argent à faire, et je ne vais pas travailler, s'il travaillait pour la SLN, je ne vais pas travailler éternellement pour cette société. Le mieux, c'est que je me mette à mon compte et que j'exploite moi-même des mines. » Donc, voilà quelqu'un qui, en 1885, repart donc en France. Sans doute va-t-il chercher dans son milieu d'origine les appuis financiers dont il a besoin. Et consécutivement à cela, voilà, il va se lancer donc très vite, à partir de 1887, il va se lancer dans des opérations minières, seul.
D'abord à Kawa, Méré, en fait, hein, où il exploite une première mine. Et puis, comme visiblement il manque quand même de ressources financières, il s'associe assez vite à Charles de Vambès. Hein, Charles de Vambès qui est un grand propriétaire dans la région donc de Bouloux-Paris, mais qui n'y connaissait rien en mine. Hein. Madame Girard, France Girard, qui a travaillé sur les mines de la région de Canala, dit très clairement, et je pense qu'elle a tout à fait raison, elle dit en fait que Charles de Vambès cherchait d'une certaine façon un maître d'œuvre, hein, parce que exploiter les mines, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas si simple, hein, et Bernheim, semble-t-il, avait les compétences dans ce domaine. Donc il s'associe. Franck Girard a recensé et même mis dans son livre un certain nombre de concessions minières qu'ils exploitent conjointement. Hein. Donc ils débutent en fait par une association avec Charles de Vambès. Hein. Et on peut voir aussi que donc il débute en exploitant le nickel. Hein. À Méré, c'est du nickel. Mais au début de sa carrière, il cherche un peu en tous sens. Hein. Et on peut même voir comment dire, des petites annonces dans les journaux de l'époque, vous voyez, où on trouve « Monsieur Bernheim est acheteur de minerais de cobalt. Hein. » Donc au début, je dirais qu'il cherche un peu sa voie, hein, ce qui est normal, hein, pour essayer de trouver ce qui va lui permettre de progresser au plus vite. Et puis, donc, en 1891, je dirais presque banco. Hein, alors, comment l'a-t-il su? Ça, c'est autre chose. Il va donc procéder à l'achat de concessions minières extrêmement importantes à Népuy. Alors, aussi, alors vous me direz, mais comment se fait-il, vu ce qu'il va extraire de Népuy, que notamment la société Le Nickel, qui existe à ce moment-là depuis 1880, comment se fait-il que cette société ne soit pas portée acquéreuse de Népuy? Mais en fait, il va exploiter, c'est ce qu'expliquent les frères Nichols, enfin, c'est ce qu'ils ont expliqué à Lou Priday, c'est qu'il va exploiter un type de minerai de nickel, hein, qu'on appelle un minerai chocolat en fait, qui avait été négligé jusque-là. C'est-à-dire qu'au début, on s'est intéressé aux minerais, enfin aux mines où il y avait des affleurements verdâtres. Vous savez, c'est très facile, ça se voit bien, etc. Hein. Mais finalement, qui n'avaient pas des teneurs tellement supérieures à ce fameux minerai chocolat. Alors, comment Bernheim a-t-il été averti, si vous voulez, qu'il y avait à Népuy des mines de forte teneur, hein, même si elles avaient un aspect moins spectaculaire que celles qui avaient été exploitées, par exemple, à Thio jusque-là? Ça, on n'en sait rien. Ou est-ce que ça tient à ses propres compétences? Toujours est-il qu'il se porte acquéreur, hein, de 1000 hectares, en fait, hein, de concessions extrêmement importantes. Mais le problème, là aussi, c'est qu'il est obligé de se lancer dans un montage très complexe parce que, voilà, hein, comment dire, les moyens financiers lui manquent. Alors, je vais résumer brièvement, si vous voulez, ce montage parce que ça montre, si vous voulez, les difficultés, finalement, donc pour quelqu'un qui débute, d'arriver à se lancer dans une exploitation. Alors, il s'associe avec Higginson, en fait. Enfin, il demande, d'une certaine façon, l'aide de Higginson. Alors, Higginson va lui fournir dans cette association deux types de secours. D'abord, de l'argent. Hein. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'en fait, on sait maintenant que Higginson était impécunieux d'une manière extrêmement importante. Hein. Mais bon, il a dû emprunter à Paul pour prêter à Jacques. Hein. C'était à peu près, en général, sa stratégie. Avec des taux d'intérêt extrêmement importants à Bernheim et un délai de remboursement très court. En fait, il attendait de Bernheim qu'il lui permette de rembourser au plus vite ses dettes. Hein. Donc, il a des contraintes très lourdes de ce point de vue. Et Higginson aussi va lui lâcher une partie d'un contrat de chair humaine. Vous savez, c'est ces fameux contrats de main-d'œuvre pénale, en fait, hein, qui vont quand même aider Bernheim dans l'exploitation. Pas au début, d'ailleurs, enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, voilà, hein, c'est ce qu'il va obtenir d'Higginson. Et puis, il y a aussi, alors il y a toujours Charles de Vambès qui est dans l'affaire aussi, et puis il y a aussi comment dire, un certain nombre d'accords avec la société Le Nickel. Ces accords sont de deux types. La société Le Nickel s'engage en fait à acheter une partie du minerai de Népuy, mais elle s'engage surtout à assurer l'exportation du minerai parce qu'elle seule possède les minéraliers qui permettent, si vous voulez, d'emmener ce minerai en Europe, hein, puisque Bernheim n'a pas de bateau. Hein. Voilà en gros le montage, disons à la fois financier et comment dire, en termes d'associés. Hein.
Et c'est un montage très compliqué, c'est un montage où Bernheim défend très chèrement sa peau, hein, parce que c'était quand même pas gagné d'avance entre nous. Hein. Alors, muni quand même d'un certain nombre de ressources financières. Alors, qu'ont-elles été ces ressources financières? Vous me direz, de nos jours, ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai pu quand même à peu près les reconstituer. En gros, ça a dû représenter, parce qu'à un moment, Bernheim reçoit un journaliste vers 1899-1900, et il dit en gros qu'il a dû bénéficier à peu près de 500 000 francs. Ça nous fait rire de l'exploiter actuellement massif minier, mais bon, toute proportion gardée, c'est une somme tout à fait considérable pour l'époque. Hein. Mais que justement, s'il avait eu plus, il aurait pu faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire en fait, hein? Et toujours ce journaliste, Jean Carroll, hein, qui visite la Nouvelle-Calédonie fin 1899 à peu près, va vite s'émerveiller, si vous voulez, de la rapidité et de l'ingéniosité dont Lucien Bernheim va faire preuve pour exploiter ce site. Alors, bon, maintenant, on ne le voit pas trop quand on va sur le site. Alors, bon, assez classiquement, il va créer, j'ai essayé de faire un petit organigramme, hein, c'est-à-dire que, bon, dans le site minier, vous avez les mines, bien sûr. Alors, en fait, comment dire, ces mines entourent donc une vallée, hein. Et en fait, c'est une photo que j'ai faite moi-même, d'ailleurs, un jour que j'allais me balader dans le Nord. Hein. Donc, il va créer le village ici, qui s'appelle encore Bernheim maintenant, en Épuis, hein, qui est juste ici, si vous voulez, je dirais au confluent, en fait, des vallées d'exploitation du massif du Copeto. Hein. Et puis, il va ensuite créer une voie de chemin de fer, dont on voit encore très très bien le tracé, vous voyez, d'avion, hein, puisqu'on voit très bien cette ligne qui correspond au chemin de fer. Et ce chemin de fer, il va le faire en 3 ans. Il va le faire en 3 ans. Quand on pense, si vous voulez, que vous savez, le petit train qui allait jusqu'à Païta, hein, je veux dire, c'est une affaire qui va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, enfin, avec beaucoup de difficultés de financement, etc. Hein. Donc lui, en 3 ans, hein, bon, c'était pas un sommet, mais elle fonctionnait. Hein. Et voilà, donc il y a la ligne de chemin de fer. Et puis surtout aussi, il va rationaliser de manière extraordinaire le transport des minerais si vous voulez, jusqu'au départ du chemin de fer. Il va faire installer un réseau de câbles, en fait, hein, donc, qui vont permettre de descendre très rapidement. C'est-à-dire, ce qu'il veut éviter, c'est les charrois, parce que le problème des exploitants miniers, autrefois, si vous voulez, c'est que, voilà, hein, il fallait utiliser des bœufs, c'était très long, etc. Bon, la SNN avait un peu commencé à se lancer, mais lui va vraiment créer tout un réseau de câbles qui sillonnent, si vous voulez, comment dire, les montagnes qu'il exploite, hein, et qui permettent de descendre très rapidement donc les sacs jusqu'au départ, enfin jusqu'en fait un tas de minerais, et ensuite comment dire, qui sont transportés par le train jusqu'à la mer. Hein. Et ça, c'était, enfin, en tout cas, on a plusieurs témoins, si vous voulez, qui s'extasient de l'aménagement qui a été fait en un temps record, hein, de ce site avec tout ce réseau. Et on a même quelques photos, alors les photos ne sont pas excellentes, mais on en a une ici qui figure dans l'album RIM, en fait, qui est un album, enfin peu importe. Hein. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu difficile, hein. On est là à une rupture de pente, en fait. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, on voit là des départs de câbles, hein. On voit, si vous voulez, des transportés, on les reconnaît au chapeau de paille, hein. On voit certainement les surveillants, et on voit des sacs qui arrivent. Hein. Là, il y a certainement, alors je ne suis pas une spécialiste, mais de ce que j'ai compris, hein, il y a un système de rupture de pente, et ensuite, évidemment, qui permet, hein, donc de descendre les sacs jusqu'en bas. Hein. Et lorsque, avec Marguerite, nous sommes allés, c'était l'année dernière, je crois, Marguerite, visiter donc la mine du Copeto, on voit encore, vous voyez, il y a quelques vestiges à certains endroits qui nous ont été signalés par, comment dire, les gens de la mine, les gens qui exploitent la mine. On voit encore justement des vestiges de ces poteaux, hein, qui correspondaient, si vous voulez, aux poteaux qui soutenaient tout ce réseau donc, qui a amené le minerai. Et je répète, le réseau, je ne sais pas, il me semble que Carole parle de 200 km de câbles, c'était vraiment quelque chose de très très important et très novateur, hein, donc, et fait vraiment dans un temps très rapide. Ce qui prouve que Bernheim avait certainement vraiment une très grande expérience dans le domaine de l'exploitation minière avant de venir en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, alors non seulement il crée ce réseau, et au début il campe, hein, c'est clair, hein, dans une région, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la région de Népouy, quoi. C'est une savane à Niaouli, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, il va très vite créer un centre qui va quand même être assez bien organisé, là où maintenant, c'est le lieu dit Bernheim. Bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose, hélas, hein, les vestiges, bon, c'était des maisons en bois, etc. Mais bon, on a des photos, justement, qui ont été prises par le surveillant Bré, hein, qui nous montre un petit peu, si vous voulez, ce centre. Et il y a une photo qui est assez spectaculaire, qui est ici, hein, où on voit le centre de la mine, ce qui étaient les bureaux, en fait, hein, et puis surtout, on voit une série de policiers indigènes, hein, alors, qui ont l'air assez impressionnants. J'aurais peut-être dû la sortir un peu plus, d'ailleurs. Et en fait, à quoi ils servaient? Eh bien, on lit dans les textes de l'époque qu'il y avait des évasions, parce qu'on était quand même dans une zone qui était, je dirais, un peu en avancée du front de colonisation. Hein. Népouy, entre 1895 et 1900, hein, c'était quand même bien isolé. Hein. Et donc, la tentation était forte, notamment pour les transporter, enfin les bagnards, hein, de s'évader. Hein. Donc, en fait, je pense que ces gardes indigènes, bien armés, avaient surtout pour objectif d'être utilisés dans les chasses à l'homme, hein, puisque, semble-t-il, si on lit les journaux de l'époque, il y avait quand même des évasions. Hein. Voilà. Alors, et donc, comme je vous l'avais expliqué, il fait construire très rapidement le chemin de fer qui est à ce moment-là le plus important de la colonie à la fin du XIXe siècle, hein, en termes de longueur. Après, à Thio, la SLN va reprendre et faire quelque chose de plus important, mais à son époque, hein, c'est le chemin de fer. Alors, c'est un petit chemin de fer, hein, mais bon, c'est quand même un chemin de fer d'une dizaine de kilomètres qui est assez spectaculaire pour l'époque, avec 4 locomotives, hein, donc on les voit, ces locomotives ayant les noms des femmes de sa famille, hein, Henriette sa maman, Blanche son épouse, Constant et Gaspard ses fils en fait. Hein. Et on voit, si vous voulez, le stock de minerais, justement, c'est là où arrivaient les sacs, qui étaient d'ailleurs ouverts à cet endroit-là, hein, et puis ensuite donc transportés par le chemin de fer. Alors cette voie, elle n'était pas terrible, hein, c'était une voie de qualité médiocre, aux usages multiples. Hein, donc on voit ici, si vous voulez, un cheval qui tire une sorte de traîneau, et les déraillements n'étaient pas exceptionnels. Donc on a la chance d'avoir, si vous voulez, cette photo, hein, donc, qui appartient à la collection de la TUP, où on voit, si vous voulez, une des locomotives qui avait déraillé. Il y a justement un témoignage d'un journaliste, pas Carole, un autre, qui évoque que la voie était quand même un peu chaotique, hein, mais elle avait le mérite d'exister. Et puis tout ça débouchait au port, hein, et le port de Népouy était à ce moment-là un port très animé, comme le prouve la photo que nous avons ici, hein, où on voit donc des minéraliers. Alors les minéraliers à cette époque-là sont des minéraliers à voile, hein, donc vous voyez, on voit, bon je ne vais pas y aller parce que sinon ça va être un peu long, hein, on voit ces bateaux qui attendent, si vous voulez, donc d'être chargés donc, au port de Népouy, qui était le terminus d'une certaine façon de cette mine. Alors, tout ceci ne peut fonctionner que grâce à une main-d'œuvre. Oui, excusez-moi, est-ce que je vous bouche la vue? Vous voyez rien peut-être? Ça va? Une main-d'œuvre aux origines très diverses et qui comportait de nombreux transportés, c'est ce que je vous ai expliqué. Et on a des photos, justement, notamment cette photo, hein, qui est assez intéressante. C'est toujours une photo du surveillant militaire Bré, hein, et il s'agit d'un groupe de transportés qui travaillent justement sur les mines de Bernheim. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on a peu de photos finalement de transportés sur mine, et on en a d'assez bonnes en ce qui concerne la mine de Népouy, grâce aux photos de Théotime Bré. Alors Théotime Bré, on le voit ici, hein. On voit même sa maison, si vous voulez, le logement des surveillants célibataires. Alors, je vous ai mis ça par rapport à ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire aussi toujours le souci pour Bernheim. Il fera la même chose ensuite à la mine Lucky, c'est qu'au moins le personnel d'encadrement soit toujours bien installé, hein, considéré. Alors c'est aussi une tradition d'ailleurs du patronat mulhousien, hein, qui va être un patronat protecteur, enfin plus protecteur, qui va pratiquer ce qu'on appelle le capitalisme social, bien avant d'autres lieux ailleurs. Et donc Bernheim, visiblement,
partager ce genre d'idées. Alors, il y avait des transportés, il y avait aussi des Vietnamiens. Et là aussi, on a quelques photos, si vous voulez, des engagés vietnamiens à Nê Pui. Hein. Alors, vous voyez que j'ai choisi comme titre les Cham Dang ou les damnés de Nê Pui. Hein, parce que, bon, on a quand même des témoignages que le traitement de ces Vietnamiens n'a pas toujours été aisé. Alors, comment comment il avait pu se les procurer, excusez-moi. Il avait certainement fait partie de ceux qui les avaient fait venir. On peut voir aussi une chose qui est extrêmement intéressante que j'ai mis ici, qui est un peu petite, hein, mais il avait procédé aussi au rachat donc du contrat de certains Vietnamiens. Et dans l'agenda d'une dame qui s'appelait Madame Picot, hein, qui vivait à la vallée des Colons dans les années 1890, on peut lire « Reçu de M. Bernheim 2400 francs pour 16 tankinois, soit 150 francs par tankinois. » Donc c'est assez intéressant à voir. Hein. En fait, c'est parce qu'il avait racheté leur contrat. Hein. Mais bon, ça montre un petit peu, si vous voulez, des aspects, disons, de semi-servitude hein, de ces pauvres travailleurs engagés. Hein. Alors c'est pour ça. Alors il avait aussi des engagés Kanak et néo-hybridés. Donc on a des photos, justement, où on voit, si vous voulez, ces engagés Kanak et néo-hybridés. Et donc, quand même, c'était une main-d'œuvre dans l'ensemble durement traitée. Hein. Alors, ça a notamment été relaté dans la France australe. Alors, la France australe qui était soutenue par la Société Le Nickel, parce que très vite, la Société Le Nickel a été extrêmement inquiète. Elle a bien vu, si vous voulez, que là, il y avait un concurrent de taille. Hein. Et d'ailleurs, elle va très vite se préoccuper d'interrompre cette ascension qui lui faisait ombrage. Je vais vous en parler après. Et donc la France australe ne se privait pas, si vous voulez, de publier quantité d'articles à charge hein, concernant Lucien Bernheim, son activité, etc. Ses origines aussi, bien sûr. Beaucoup de propos antisémites le concernant. Et donc paraît dans la France australe du 21 février 1898, hein, donc un article traitant de la façon dont un engagé vietnamien qui se plaignait d'être malade hein, a été traité. Hein, donc le malheureux, si vous voulez, a eu... il semblerait qu'il ait été battu à coups de barre de fer, en fait, hein, et bien sûr, il en est mort. Hein. Et donc la France australe évoque cela. On savait jusque-là, si vous voulez, que les conditions étaient dures, mais on a peu de témoignages hein, de cela. Mais je pense que, ce n'est pas pour décharger Bernheim, hein, je pense que, hélas, on le voit un peu dans le livre de Jean Van Mael, hein, le traitement vis-à-vis de cette main-d'œuvre est extrêmement dur. Alors, il semblerait aussi que cette main-d'œuvre, comme ça a été souvent le cas, oublier sa triste condition par l'alcoolisme. Toujours avec Marguerite, hein, lorsque nous sommes allés nous promener sur les hauteurs, si vous voulez, du Copeto, il y a certains endroits qui correspondent à d'anciens campements, parce que, si vous voulez, en fait, dans le Copeto, vous avez finalement 3 grands massifs, hein, et qui correspondaient à 3 zones d'exploitation. Et on peut voir des quantités d'anciennes bouteilles. Alors, est-ce que ce sont des bouteilles uniquement de l'époque de Bernheim? C'est peut-être excessif de le dire, hein, parce que, je veux dire, il y a eu d'autres exploitations par la suite, etc. Mais toujours est-il hein, qu'il y a pas mal de vestiges, si vous voulez, d'anciennes bouteilles. Donc, il est possible quand même que certaines de ces bouteilles hein, correspondent à la période de Bernheim. Et en plus, il faut ajouter qu'il fait très, très froid. Hein. Vous savez que les mines du Copeto, avec les mines de l'Étoile du Nord, à Kumak, ce sont des mines particulièrement hautes. Hein. J'ai le souvenir, non pas avec Marguerite, mais une fois précédente, il y a fort longtemps, où j'y étais allée en hiver avec mes élèves, en hiver, la saison fraîche. Hein, et le matin, quand on est arrivé, il y avait une brume, et il faisait très très froid. Hein. Bon, alors je pense, l'alcoolisme pouvait peut-être aussi aider à lutter, si vous voulez, contre ce froid et cette brume, parce qu'il y a beaucoup de brume, hein, il faut beaucoup de temps, si vous voulez, sur ces massifs pour que la brume se lève. Donc des conditions quand même qui étaient très très dures. Alors, donc, je vous ai présenté un peu ce site de Nê Pui, avec ses aspects positifs, mais aussi la dure exploitation, si vous voulez, de la main-d'œuvre. On va revenir un petit peu à la vie personnelle de Lucien Bernheim. Alors,
quand il fonde Népouy, etc., il n'a pas de famille, Lucien Bernheim, c'est toujours un célibataire. Hein. Et on sent, si vous voulez, qu'au fur et à mesure qu'il consolide sa... Parce que très vite, par exemple, il va se débarrasser des dettes qu'il a vis-à-vis d'Higginson, en fait. C'est une des premières choses qu'il va faire, d'ailleurs, c'est liquider ses dettes, rembourser Higginson. Et puis après, il va essayer de s'amasser de plus en plus de capital. Et donc, il décide de se marier. Hein. Alors, bon, pour quelle raison, on ne le sait pas trop. Et donc, c'est à l'âge de 38 ans qu'il se décide à fonder une famille. Et donc, il va épouser une cousine germaine, en fait, hein, donc de la famille d'Ittichheim. Peut-être l'a-t-il connue lors de son exil en Suisse. Hein. Et elle s'appelle, donc, cette cousine, Blanche d'Ittichheim. Et on les voit là en 1894, sûrement à peu près au moment de leur mariage, puisqu'ils se sont mariés à Bâle, près de, comment dire, des chutes d'eau de Schaffhausen. Donc c'est peut-être pour ça. Enfin, ça doit être un décor chez le photographe, mais ça rappelle, si vous voulez, ce cadre-là. Et ils vont donc avoir 2 fils, qu'on voit ici avec leur préceptrice, hein, donc qui sont Constant et Gaspard, sur lequel je reviendrai parce que, hélas, ces 2 garçons vont disparaître prématurément, ce qui explique, comment dire, que... Son épouse était plus jeune que lui. Son épouse était, oui, oh là là, de 15 ans plus jeune que lui. Donc elle était beaucoup plus jeune que lui, mais par contre, entre nous, avec l'âge, assez peu dotée par la nature. Hein. Justement, c'est ce qu'on voyait. Voilà, tout à fait, oui. Bien, alors, à côté de cela, est-ce par opportunisme politique? Est-ce par conviction? À l'époque de Népouy, Bernheim s'engage complètement aux côtés du gouverneur Feuillet. Hein. Vous savez que la société, à l'époque du gouverneur Feuillet, est extrêmement clivée, hein, entre ceux qui sont favorables au maintien de la transportation, ceux qui veulent la fin de la transportation. Bernheim s'engage complètement, hein, donc, auprès du gouverneur Feuillet, et il est l'objet, justement, dans les journaux qui soutiennent le maintien de la transportation, et qui sont bien sûr soutenus entre autres par la société Le Nickel à ce moment-là, il est l'objet d'attaques personnelles fortement teintées d'antisémitisme. Hein. Il est appelé le juif, etc. Nous sommes aussi à l'époque de l'affaire Dreyfus. Hein, donc ça peut expliquer, si vous voulez, cet antisémitisme très très fort. Et le gouverneur Feuillet, donc on a des photos, on voit ici justement, alors la photo, c'est des photos d'époque, elles ne sont pas excellentes. Hein. On voit donc Madame Bernheim, hein, portée par quelques porteurs qui ont l'air d'avoir beaucoup de mérite à la chose. Hein. Et là, il s'agit de la femme du gouverneur Feuillet. Et là, le gouverneur Feuillet à cheval, qui rend visite donc, au Bernheim à Népouy. On voit ici Blanche Bernheim et ses enfants qui sortent donc, de la maison du gouverneur, qui était là où nous avons le haut-commissariat. Donc, ils étaient très, très proches. Et dans une lettre écrite au ministre des colonies, Paul Feuillet dit Lucien Bernheim, la plus grande réussite minière de la colonie, il écrit ça en 1895, l'ami qui m'est le plus reproché, il a le malheur d'être juif, mais c'est le colon le plus entreprenant, le plus actif de toute la colonie, très propre, plein d'initiatives, etc. Hein. Un de mes principaux partisans, il s'est jeté dans la lutte, hein, pendant mon absence pour me soutenir. Hein. Donc il est vraiment très très proche du gouverneur Feuillet, hein, et il soutient d'ailleurs la presse, si vous voulez, feuillettiste. Hein. On le voit très bien par les annonces, par exemple, qu'il fait paraître que dans certains journaux. Voilà. Alors, à côté donc de la vie à Népouy, d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait une petite césure, en gros, jusqu'en 1897, tant que les enfants sont petits, hein, donc ils vivent à Népouy. Hein, Blanche Bernheim vit d'ailleurs à Népouy avec son époux. Et après, il semblerait qu'elle vive à Nouméa. Et alors, on a un certain nombre de photos qui sont assez intéressantes de la vie à Nouméa. Hein, donc, ça nous permet de voir un peu... notamment, donc, on voit ici leur maison. Et Lucien Bernheim a écrit, d'ailleurs, « Habitation d'heureux mortels à Nouméa ». Hein, c'est le commentaire qui est en fait au dos que j'ai mis, moi, dessous. Hein, et on trouve là, si vous voulez, cet aspect très convivial, hein, de Lucien Bernheim. Comment dire, une personne qui faisait partie de la loge maçonnique, enfin, dont le père faisait partie de la loge maçonnique, m'a expliqué un jour qu'ils avaient gardé un très très bon souvenir de Lucien Bernheim parce que c'était un amateur de bonne chair, de bon vin, etc., qui régalait donc ses amis, hein, et donc il était très apprécié pour cela. Hein. Donc c'est quelqu'un qui aimait les plaisirs de la vie, hein, et les photos donc le montrent. Hein.
Il donnait donc des réceptions, des fêtes qui étaient connues et appréciées, des bals costumés. Vous voyez, donc là, on voit des Alsaciennes et Lorraines qui rappellent leurs propres origines. Hein. Ils offraient de nombreux goûters aux amis de leurs enfants. Hein. Quand on regarde, je ne vous ai pas mis, on a beaucoup de photos des enfants. Enfin, à la fin du XIXe siècle, les relations avec les enfants sont souvent encore assez distantes. Hein. On est loin, si vous voulez, de l'enfant roi actuel. Et quand on regarde les photos de la famille Bernheim, on a l'impression d'une très grande proximité. Hein. Donc c'est un milieu très chaleureux. Hein. Et puis après, sa correspondance, son attitude montre, si vous voulez, que c'est un père extrêmement attentif, en fait. Hein. Bon, alors, ils allaient volontiers se promener dans Nouméa et ses environs, donc on les voit, voyez, en calèche. Hein. En fait, c'est une vie de bons bourgeois à Nouméa à la fin du XIXe siècle, mais c'est assez intéressant parce que c'est un témoignage qui n'est pas si fréquent. Hein. Leur loisir consistait à aller se promener à Lansvata. La photo du bas, c'est Lansvata. Et en haut, en fait, c'est un flamboyant. Alors, on peut penser que ce sont les enfants, parce qu'il n'y avait pas de photo en couleur à cette époque-là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la photo du haut. Peut-être que ce sont les enfants qui se sont amusés à, repasser en rouge pour la famille restée en Alsace, hein, pour leur montrer justement à quoi correspondaient les flamboyants. Ils avaient aussi visiblement une vraie passion pour les régates. Hein, donc on a des photos, si vous voulez, de régates, hein, dont on trouve d'ailleurs dans les journaux de l'époque la présentation. Alors, donc jusqu'en 1899, hein, je dirais que tout semble aller assez bien à Népuy. Hein, mais hélas, depuis 1895, Lucien Bernheim, avec son associé Charles de Vanbé, sont entrés dans un procès fleuve, en fait, avec la SLN. Parce que, qu'est-ce qui se passe? À partir de 1895, il y a une petite récession minière qui n'est pas énorme. Hein, ou alors, autre élément, si vous voulez, est-ce que, comme je vous l'ai dit, la société Nickel craignait finalement cette ascension irrésistible? Ce n'est pas la première fois qu'elle cassait les reins ou qu'elle interrompait une ascension qui paraissait trop grande. Hein. Toujours est-il que Bernheim commence à être en sérieuse difficulté parce que donc la SLN dénonce le contrat qu'elle avait cependant signé, hein, et finalement ne veut plus acheter le minerai et surtout ne veut plus l'exporter. Donc gros problème évidemment pour Lucien Bernheim, parce que ça représentait quand même un élément extrêmement important. Alors Charles de Vanbé va à ce moment-là, si vous voulez, se rendre en France, hein, pour contacter une société concurrente avec laquelle d'ailleurs il va réussir à obtenir l'achat de leur nickel. Ils vont quand même trouver des minéraliers, enfin bref. Mais justement, ça va fournir l'objet à la société Le Nickel, l'objet d'une contestation renforcée en disant ben oui, mais c'est ce qui va être dit devant les juges, en fond, ils ne respectent pas le contrat puisqu'ils passent par d'autres intermédiaires pour vendre le nickel, alors que normalement, ils devaient le passer avec nous. Alors qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, puisqu'il est tout à fait clair que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils étaient obligés de le faire. Enfin, peu importe. Hein. Donc, le procès dure de 1895 à 1899, et en 1899, Bernheim perd le procès. Hein. Sans doute que les avocats de la SLN, mieux rétribués, ont réussi à obtenir, si vous voulez, cela. Donc, le problème est dramatique, et Bernheim se voit contraint de vendre Népuy pour payer, si vous voulez, les frais, entre autres, de cela. Alors, il va vendre ça à une autre société, qui est déjà Inco, qui est une société canadienne. En fait, il va rester directeur, c'est-à-dire jusqu'en 1901, date à laquelle, visiblement, en 1901, il ne voit plus trop d'issue, et il semblerait qu'il envisageait de partir. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans la lettre de donation qui est à l'origine de la bibliothèque Bernheim. Alors, c'est très important, puisque, voilà, nous allons y arriver. Alors, cette lettre, hélas on n'en a pas l'original. Hein. Donc, c'est une lettre qu'il écrit en octobre 1901, et il dit, au début de la lettre, qu'il envisage de partir, en fait. Hein. Donc, sérieusement, il pense à quitter la Nouvelle-Calédonie, sans doute était-il conduit à envisager qu'il n'y avait plus de perspective pour lui, et qu'il allait donc se replier en Europe.
avec quand même une fortune tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'il avait quand même vendu Népouy et qu'il l'avait bien vendu, en fait. J'ai trouvé un chiffre, mais dans la presse, donc j'ose pas trop l'avancer parce que, si vous voulez, il faudrait le vérifier, mais ce chiffre est vraiment considérable. Ça serait très intéressant parce que ça donnerait une idée d'ailleurs de la valeur des massifs miniers, qui était vraiment très, 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 très grand. Donc, il a bien vendu Népouy au demeurant, quoi qu'il en soit. Et donc, il envisage de partir. Et avant de partir, il le dit d'ailleurs dans cette lettre, il veut faire un geste, si vous voulez, vis-à-vis de cette colonie qui lui a permis donc de réussir. Et c'est la raison pour laquelle il va donc donner 100 000 francs de l'époque, c'est une somme tout à fait conséquente, pour créer donc cette bibliothèque avec des éléments spécifiques. Je vous propose peut-être qu'éventuellement on se retrouve l'année prochaine, je vous expliquerai à ce moment-là les aléas, parce que c'est assez compliqué quand même cette élaboration progressive de la bibliothèque, mais enfin il essaie de voir, déjà d'anticiper son fonctionnement, etc. Voilà, donc il pense partir définitivement, et on pourrait imaginer que la carrière de Bernheim en Nouvelle-Calédonie est achevée et que vous êtes libéré ce soir. Hélas, il y a un petit rebondissement, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et en fait, il va y avoir un renouveau, si vous voulez, tout à fait exceptionnel, et le seigneur de Népouy va se convertir en roi du Chrome. C'est-à-dire que lui, qui avait fait fortune grâce au nickel, va à nouveau, si vous voulez, sentir, flairer donc une nouvelle exploitation possible. Il s'agit du chrome. Alors le chrome, en fait, on en connaissait l'existence en Nouvelle-Calédonie jusque-là, mais le chrome était l'objet de petites exploitations, assez marginales, somme toute. Et en fait, Bernheim, qui était toujours au courant, si vous voulez, de l'évolution de la technologie, a dû certainement comprendre, bien avant les autres, que les cours du chrome allaient soudainement augmenter parce qu'on met au point, à l'extrême fin du XIXe siècle, on met au point un procédé qui a recours au chrome pour traiter les peaux, qui permet d'améliorer, si vous voulez, le tannage des peaux. On ne me demandez pas quoi, je ne connais rien en chimie, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Donc lui, en tout cas, il flaire la bonne affaire. Et que va-t-il faire ? Eh bien, il va décider, au moment où visiblement il était déjà quasiment dans les bagages, il revient, si vous voulez, sur cela, et il décide d'investir une partie donc, de ce qu'il avait gagné avec Népouy, cette fois-ci dans le chrome, où il va essayer de truster, en fait, les principales mines du chrome. Alors là aussi, il va s'associer, finalement, je vais vous épargner les associations assez complexes, où il va aussi, un peu comme il avait commencé à le faire à Népouy, au début il est obligé de prendre donc, des associés, il essaie assez vite quand même de les éliminer, de se retrouver le seul maître à bord, et ça c'est assez classique je dirais de tous les profils industriels. On voit justement les actions de la société Le Chrome, les bureaux de la société Le Chrome au début du XXe siècle à Nouméa, et au début en fait il s'associe, alors cette fois-ci alors que, disons qu'il avait quand même principalement des acteurs locaux à Népouy, il s'associe notamment avec le baron Dijon. Donc il a pris, même si ce baron Dijon n'est pas son coup d'essai en ce qui concerne les spéculations de Nouvelle-Calédonie, mais on sent que cette fois-ci, il commence à puiser dans un réseau qui se situe au-delà de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il va se lancer donc dans cette exploitation du chrome dans le Grand Sud calédonien, qui jusque-là avait, à part quelques libérés du bagne, n'avait fait l'objet que de toutes petites exploitations. Et notamment, donc, il va se lancer dans l'exploitation de la mine Lukiit, qui avait déjà commencé, mais il rachète, si vous voulez, donc, à Charles-Metzdorf le site. Et en fait, il va y établir une sorte de Népouy du Grand Sud. Donc on a des photos, si vous voulez, de cette mine Lukiit. Alors, Lukiit, vous allez le voir écrit de deux façons, je vous le dis. Je dirais même d'ailleurs de trois façons. Alors, à la calédonienne, maintenant, on l'écrit avec un tiret et puis deux T. Mais en fait, au début, ça veut dire la colline fortunée. Donc, si on s'inspire de l'anglais, si vous voulez, normalement, il n'y a qu'un T, je vous le dis. Donc, d'ailleurs, dans les textes anciens, on le voit avec un T, mais maintenant, on le voit souvent avec deux T.
Mais voilà. Alors là encore, un village, parce que chaque fois, il voit toujours en grand, si vous voulez. Un village tout à fait conséquent. Un plan incliné, c'est le fameux plan incliné du carénage, tout à fait spectaculaire. Je crois que Jacques Boyer a conduit il n'y a pas longtemps justement des gens de la LPN jusqu'à cet endroit. Donc tout ça s'est fait à l'époque de Bernheim. Et puis, il est toujours très préoccupé de l'exportation très rapide de ces minerais et il fait établir à nouveau une voie de chemin de fer. Et on a ici justement une photo, si vous voulez, de cette voie de chemin de fer qui d'ailleurs traversait la forêt de la baie du Carénage, et parfois les locomotives ont mis le feu. On a d'ailleurs des protestations quand même des services administratifs à la forêt autour, parce qu'évidemment, il s'agissait de petits trains à vapeur, donc ce n'était pas toujours d'une sécurité extraordinaire. Voilà, donc à nouveau, on est parti pour une grande exploitation, mais là par contre, peut-être que ces informateurs n'étaient pas d'une qualité extraordinaire, et en fait, cette mine Leukiite, en gros, il va l'exploiter de 1902 à 1908. Et en 1908, il s'avère, si vous voulez, que le gisement, les teneurs du gisement ne sont plus suffisantes pour que ce soit vraiment rentable. Donc, elle va être fermée. Et là aussi, on a plein d'informations en fait sur la main-d'œuvre. Alors, je vais vous le passer, mais la main-d'œuvre, les gens qui travaillaient, etc. On a beaucoup de choses sur cette mine Leukiite, et notamment dans le dossier de la mine, qui est conservé aux archives, on a les carnets d'un contremaître australien avec tout le personnel. C'est quand même assez intéressant parce que ça fait partie de l'épopée calédonienne. Je veux dire, l'épopée de la mine, ce n'est pas uniquement l'exploitation minière, les grands dirigeants, c'est ces gens qui au quotidien faisaient vivre la mine. D'ailleurs, si un jour nous faisons ce livre avec la bibliothèque Bernheim, je trouve que cet aspect-là ne doit pas être négligé. Donc, je n'ai peut-être pas le temps de le développer ce soir, mais ça me paraît assez intéressant. Alors, donc, il fait quand même pas mal de sous avec la mine Leukiite, même s'il va devoir la fermer. Et il est infatigable, ce Bernheim. Infatigable. Parce que, très vite, il se rend compte aussi que quand même, le fait de n'exporter que des minerais bruts, à la fois c'est compliqué, etc., et puis ça induit une perte de valeur. Donc, très vite, il se préoccupe d'installer une usine métallurgique. On n'avait plus d'usine métallurgique en Nouvelle-Calédonie. L'usine métallurgique, il y a eu plusieurs tentatives auparavant, notamment à Nouméa, à la Pointe-Chalex. Elle avait fait, elle avait fait faillite, elle ne marchait pas très bien, enfin bref. Donc, il veut impérativement, si vous voulez, doter à nouveau la Nouvelle-Calédonie d'une usine métallurgique. Il présente un projet en ce sens en 1905 au Conseil général, alors avec, il faut le dire, beaucoup d'exigences, c'est vrai, mais aussi parce que ce projet ne va pas être... Alors, il demandait, sur la ligne du futur chemin de fer, un site à la sortie de Nouméa, etc., avec assorti donc de beaucoup de conditions, qui ont certainement fait reculer le Conseil général, mais c'est surtout aussi derrière cela l'opposition farouche de la SLN, parce que l'ennemi de Bernheim pendant toute cette opération, au fur et à mesure de son ascension, si vous voulez, c'est la SLN. Il y aurait quasiment... je ne dirais pas une conférence, mais enfin, ça sera un aspect du livre si un jour il sort, c'est tous les coups bas, etc., si vous voulez, que la SLN multiplie, ce qui est, entre nous, légitime, puisque cette société, assez logiquement, visait au monopole. Donc, par tous les moyens, elle essaie de contrecarrer, si vous voulez, ce nouvel adversaire, ce nouveau concurrent, si dynamique et, somme toute, bien appuyé. Donc, il est obligé de renoncer à son projet d'usine métallurgique implantée à Nouméa, qui va finalement se faire plus tard, à Doniambo. Mais qu'à cela ne tienne, il ne reste pas, je dirais, pas les deux pieds dans le même sabot, en tout cas dans la même ligne, la même mine. Bon, Leukiite commence à péricliter, mais voilà, il a vraiment une stratégie de domination, si vous voulez, du secteur du chrome, et c'est lui qui est à l'origine de l'exploitation du massif de Tiebagi. En tout cas, c'est lui qui va donner une impulsion décisive. Et là aussi, ce sont des domaines où la SLN est absente, parce que la SLN, elle est concentrée sur le nickel, elle ne s'intéresse pas au chrome au départ. Donc là, il peut jouer, si vous voulez, dans une cour où il n'a pas de concurrent. Donc, il lance Tiebagi,
Et là aussi, avec des aspects particulièrement novateurs, des pylônes d'une hauteur considérable, que des ingénieurs allemands viennent installer, etc. etc. Hein. On a une photo ici assez intéressante du personnel de Thiébaguy. Et ce personnel, c'est un personnel qui le suit depuis Népouy, en fait. Hein. C'est vraiment une sorte de garde rapprochée. Bon, je ne vais pas la détailler. Hein. L'ingénieur Gosse, les Nichols... tant pis, il y a quelques personnes, si vous voulez, qui sont toujours avec lui, en fait, hein, et qui le suivront jusqu'au bout. Et beaucoup sont des anglo-saxons, hein, donc ce qui montre sa proximité avec le monde anglo-saxon. Alors, toujours aussi infatigable, on le voit aussi acheter l'usine de Bakuya. Hein, et puis, sans doute, parce qu'il faut alimenter l'usine de Bakuya. Hein, l'usine de Bakuya, c'était une raffinerie de sucre, pas de canne à sucre. Bon, on y met les cannes à sucre, mais c'est de sucre. Et puis, donc, peut-être que c'est cet achat qui va le conduire à acheter le domaine de Trésigny, le grand domaine de Trésigny. Donc, le voilà propriétaire du domaine de Trésigny. Et c'est la raison pour laquelle on voit Madame Bernheim, hein, qui pose très fièrement, si vous voulez, au milieu des cannes à sucre. Hein. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans un témoignage de famille, hein, où un des neveux dit qu'il a bu une bouteille de rhum qui provenait de la plantation. Évidemment, ça posait quelqu'un hein, d'être propriétaire d'une plantation. Et donc, on voit Mme Bernheim qui pose certainement au milieu des champs de canne à sucre de la plaine de Trésigny ou alors à côté de Bakuya. Et il vend d'ailleurs, hein, on a des publicités dans les journaux, du rhum de Bakuya, etc. Hein. Donc le voilà, vendeur, après avoir été vendeur de nickel, vendeur de chrome hein, et vendeur de rhum. Hein. Tout est possible. Et puis il poursuit toujours, hein, donc, comment dire, ses projets. Et la fin de sa vie est marquée par la construction du barrage de Yaté. Parce que ce qu'on oublie justement souvent, si vous voulez, c'est que c'est vraiment lui qui a été à l'origine, si vous voulez, de ce projet. Et je veux dire, ce n'est pas resté un projet lettre morte, en fait. Hein. Il a entrepris les travaux du barrage de Yaté. Hein. Et ces fameuses archives de la Société Le Chrome hein, nous fournissent là-dessus des quantités de documents extrêmement intéressants. Alors, je vous ai sorti notamment 2 documents, hein, un plan d'aménagement avec, en fait, parce que Bernheim voyait un projet, lui, avec 2 barrages. Hein. Le barrage qui se situe à peu près, comment dire, où se situe le barrage actuel, mais il envisageait aussi une autre captation que vous voyez ici pour renforcer, si vous voulez, ce barrage. Hein. Donc, c'est un travail qu'il fait entreprendre avec de longues études préalables. Hein, et on a même une évaluation, une estimation, si vous voulez, initiale des coûts de ce barrage. Hein. Vous voyez, 221 000 francs le barrage. Et le coût total, avec la prise d'eau, les conduites forcées, enfin je vous passe le détail, 1 861 800 francs. Hein, quand on voit que maintenant, c'est des projets qui se chiffrent en milliards. Hein, mais bon, pour l'époque, c'était quand même un investissement important, hein, qu'il réalise quasiment sur fonds propres, puisque, alors je n'ai pas pu encore suivre dans le détail, si vous voulez, le financement de la Société Le Chrome. Enfin, il est clair que Bernheim en était le président-directeur général et certainement l'actionnaire principal. Il y avait aussi l'un de ses frères, Alfred, hein, donc ça, il faudrait que j'essaie de trouver ça en France, mais c'est pas toujours facile de retrouver, si vous voulez, l'actionnariat des entreprises. Hein. Mais donc, il lance ce projet. Hein. Il semble quand même que, on va y revenir, c'est un projet qui va se révéler très vite beaucoup plus cher que ce qui était initialement prévu. Là, il semblerait qu'il ait sous-estimé les difficultés. Mais il n'empêche que pendant que le barrage se fait, alors c'est peut-être aussi un élément, c'est qu'à partir de 1907, Lucien Bernheim a tendance à vivre, il loue sa maison de Nouméa, il vit de plus en plus en France, donc auprès de sa famille, qui mène la vie d'une famille juive aisée de la Belle Époque. Et on a donc pas mal de photos. Hein. On voit, si vous voulez, leur villa, boulevard de Montmorency, dans le 16e arrondissement. Bernheim lisant Le Progrès, qui était le journal du Parti radical, donc c'est intéressant du point de vue, si vous voulez, de son positionnement politique. Hein. Les enfants, eh bien, passent les vacances d'été à la mer, hein, sur la côte normande. En hiver, ils vont patiner en Alsace ou dans les Vosges. Alors, ça peut paraître un petit peu anecdotique.
En fait, je disais à Marguerite, lorsque je préparais, si vous voulez, cette conférence, que je trouve qu'il y a une ambiance un peu proustienne, d'une certaine façon, si vous voulez, quand on voit ces photos de la famille de Lucien Bernheim dans ces années-là, parce que je n'en ai extrait que quelques-unes, on en a beaucoup, hein, sur la vie de la famille. Et c'est une vie émaillée de nombreuses réunions de famille, hein, où, visiblement, Lucien Bernheim est toujours fêté, entouré. On le voit ici, vous voyez, avec le casque colonial au milieu de la... Ça, c'est, semble-t-il, avec un certain nombre de ses neveux. Ça, c'est avec la famille d'Itisham. On le voit là au milieu. Hein. Et surtout que, semble-t-il, il est très généreux avec cette famille. On a des témoignages, genre des mariages, hein, qu'il offre des quantités de fleurs, etc. etc. Donc, c'est le parent qui a réussi, le cousin, non pas d'Amérique, mais de Nouvelle-Calédonie, qui a réussi et qui est donc apprécié certainement à cause de cela. Hélas, la fin de sa vie va être marquée par de nombreux drames. Alors, le premier drame, donc Lucien Bernheim et son épouse avaient eu 2 enfants, c'est la mort prématurée du fils aîné, Constant, hein, qui meurt, je n'ai pas réussi à déterminer de quoi, il meurt en Angleterre. Quand on voit cette photo, on peut penser qu'il avait été envoyé, si vous voulez, dans une école prestigieuse en Angleterre. Vous voyez la façon dont il est habillé, ça fait penser donc à Highton, ou, enfin bref. Hein. Meurt-il de maladie? Je pense que ça doit être le cas, mais je ne le sais pas. Hein. Donc il meurt en fait à l'âge de 15 ans. Et c'est visiblement un drame pour Lucien Bernheim, qui en conséquence va créer une donation qui va être alimentée jusqu'à une date assez tardive, visant à assurer, si vous voulez, la formation technique d'un jeune Calédonien dont la famille n'aurait pas pu offrir des études en France. C'est ce qui va permettre notamment, hein, dans la famille Doux, hein, donc à avoir quelqu'un de cette famille qui va bénéficier, si vous voulez, de cela. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour laquelle on aura ensuite encore un monsieur Hidou qui va être à la tête de cette bibliothèque. Il y a visiblement une tradition, donc, de partenariat de la famille Bernheim et de la famille Hidou. Alors, donc, il perd ce fils, et ensuite arrive là-dessus la Première Guerre mondiale, hein, et le fils de Lucien Bernheim, peut-être à l'image de son père d'ailleurs, s'engage comme volontaire avant même d'être appelé. Hein. Il s'agit de Gaspard Bernheim, que l'on voit en photo avec son père. Vous voyez, on voit ici Lucien Bernheim âgé, donc, hein, leur fils, son épouse. On voit ici Gaspard Bernheim. Gaspard Bernheim est gravement blessé le 23 avril 1917. On craint pour ses jours. Bon, il semble qu'il s'en sorte. Mais Lucien Bernheim meurt à ce moment-là, hein, en octobre donc, 1917. On le voit à la fin de sa vie. Il est donc enterré dans le carré juif du cimetière Montparnasse. Hein. Alors, je m'arrête juste quelques instants sur cette tombe, parce qu'elle est quand même très originale. Hein. Il y avait donc une dimension originale. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais renié ses origines juives, mais je pense qu'il a toujours su aussi prendre ses distances vis-à-vis, si vous voulez, de la pratique juive classique. Parce que vous savez que les tombes juives, en général, sont des tombes même où il n'y a rien, hein, et puis en fait, on met quelques pierres. Et lui, vous voyez, il fait édifier. D'ailleurs, on voit autour, hein, où éventuellement on a quelques stèles, mais on n'a pas grand-chose. Et lui, il fait édifier une quasi-petite maison. Hein, et quand on l'ouvre, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 battants, hein, on l'ouvre, on peut pénétrer à l'intérieur, et normalement, il y a une espèce de petite... de lieu, hein, où on peut faire pousser quelques fleurs, etc. En plus, il y a des vitraux, de très très beaux vitraux. Hein. Donc c'est quand même une tombe qui détonne par rapport à la tradition juive, hein, qui montre, je pense, l'originalité, si vous voulez, du personnage. Voilà, donc Lucien Bernheim meurt. Heureusement pour lui, je pense qu'il n'a pas vu ce qui aurait été un drame encore bien pire pour lui, la disparition du dernier héritier en 1919, puisque Gaspard Bernheim meurt le 25 juin 1919 à Strasbourg des suites de ses blessures. Hein, et avec la mort de Gaspard Bernheim, c'est la fin de l'aventure Bernheim. Hein, parce que les héritiers, qui sont principalement bien sûr son épouse, mais qui visiblement est absolument incompétente en matière, si vous voulez, de gestion financière et économique, hein, elle s'en remet complètement au frère de Bernheim, qui était Alfred,
qui était, comment dire, un des actionnaires, et ils décident très vite donc de se séparer de leurs avoirs, certainement pour deux raisons. D'abord, quand on regarde les comptes de la société Le Chrome, on voit qu'ils accusent un déficit considérable qui est dû au surcoût du barrage de Yaté et au fait que la société a eu beaucoup de mal à exporter du chrome pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est une société qui est très déficitaire. Et ensuite, je dirais qu'il n'y a plus personne sur place pour continuer à gérer. Lucien Bernheim connaissait la Nouvelle-Calédonie, mais Alfred Bernheim n'y a jamais mis les pieds et Blanche Bernheim était absolument incompétente, si vous voulez, elle ne s'est jamais mêlée. Donc il liquide très rapidement, en fait. Et bien sûr, qui se porte acquéreur, si vous voulez, de cette société? La société Le Niquet. Ce qui est... bon, il ne s'agit pas ce soir de faire une critique de la société Le Niquet, mais c'est en tout cas ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, les avoirs sont rachetés. C'est la raison pour laquelle les archives de la Société Le Chrome figurent maintenant en bonne place parmi les archives de la Société Le Nickel. Et en ce qui concerne Blanche d'Ittisham, qui est la seule survivante, si vous voulez, de la famille, elle meurt en juin 1929. Et dans la petite annonce nécrologique qui paraît dans un journal consacré au Pacifique, qui s'appelle L'Océanie française, en juin 1929, le journal écrit « On sait quelles années de tristesse furent les dernières que vécut cette femme de bien. Elle avait perdu son mari et ses 2 fils, etc. » Donc c'est une vie, somme toute, assez triste. Où semble-t-il aussi, c'est ce qu'écrit un de ses neveux, il y a un de ses neveux qui a écrit une description, si vous voulez, de la famille, une présentation de la famille, et il a un jugement peu amène pour, comment dire, notamment l'une des sœurs de Blanche Bernheim, qui l'a un peu mis sous sa coupe. En gros, il semblerait qu'elle était un petit peu exploitée, si vous voulez, donc par cette famille qui, a un petit peu dilapidé ce qui pouvait lui rester. Donc, c'est une fin, là aussi, donc quand même assez triste pour cette épopée minière assez spectaculaire. Voilà, et ce qu'il convient de dire, je pense, c'est que d'une certaine façon, les vues prémonitoires de Lucien Bernheim, notamment ce qui concerne l'exploitation du Sud, bien en gros, il va falloir attendre les années 50 avec l'achèvement du barrage de Yaté, donc qui est la reprise. Parce que la Société Le Nickel avait repris un peu le barrage, mais avec un petit barrage en fait. Mais le grand barrage tel que Bernheim l'envisageait, finalement, va être inauguré en 1958. Et puis après, l'idée que ce barrage soit associé à une usine métallurgique, parce que c'était aussi le projet de Bernheim, il va falloir attendre donc le site de Goro-Nickel dans le sud au XXIe siècle, d'une certaine façon, si vous voulez, pour que finalement ce grand projet industriel que Bernheim voyait dans le sud trouve sa conclusion. Le seul élément, finalement, qui, n'est pas actualisé, enfin n'a pas été réalisé, c'est le chemin de fer. Parce que pour Bernheim, un site minier s'accompagnait nécessairement d'un chemin de fer. Alors pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Voilà, écoutez, j'ai essayé de vous résumer brièvement cette carrière, somme toute spectaculaire, donc de cet immigrant hors pair, parce que c'est quand même pas, si vous voulez, le profil très classique des autres immigrants, des autres types d'immigrants. J'ai eu l'occasion dans une conférence récente d'évoquer l'immigration libre, donc en Nouvelle-Calédonie, donc d'agriculteurs, donc de stockmen, etc. Il y a d'autres profils dans l'immigration libre, mais là on a un profil tout à fait exceptionnel, mais vous avez bien compris que ce caractère exceptionnel est aussi lié finalement au milieu, aux expériences, sans oublier aussi l'homme, qui a quand même beaucoup compté dans toute cette entreprise. Voilà, désolée si j'étais un peu longue.